Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode d'un tout nouveau podcast appelé Une balade à travers l'histoire. Je m'appelle Dylan, je suis accompagné par deux de mes camarades, Michael Bonjour. et Gabriel. Bonjour. L'objectif de ce podcast n'est pas simplement de s'intéresser à l'histoire avec un événement, mais aussi s'intéresser à l'étude de celui-ci, voire même son enseignement. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un événement compliqué à étudier, qui provoque toujours des débats, la Révolution française. Pour nous accompagner tout au long de cet épisode, nous avons la chance d'avoir comme invité M. Bastien Chéreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant dans le secondaire, En effet. chargé de t'aider à l'université de Tours, là Exactement. où on a pu vous rencontrer. Et vous êtes aussi en train d'écrire une thèse qui se nomme, si je ne dis pas de bêtises, Catholisme et Révolution en Touraine, mortalité, sensibilité et pratiques religieuses, fin 18e, début 19e. Globalement, c'est ça, oui. Alors, si personne d'autre a autre chose à rajouter, on pourrait lancer tout de suite. Moi, je vais rajouter tout de suite quelque chose. Non, la Révolution française, c'est pas quelque chose de compliqué. Ah. Quelque chose de complexe. Complexe, oui, c'est vrai. En C'est termes pas de le bon mot. sémantique, c'est pas forcément une question de mots. Enfin, si, ça peut être une question de Oui, mots, c'est mais je vrai, pense non, que c'est c'est plutôt de la complexité que de la complication. Non, je suis d'accord. Enfin, c'est surtout complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir. En fait. Ouais, c'est ça. C'est Ah, je voulais pas tout de comme suite toute ramener- l'époque moderne, Non, je non, dirais mais que c'est vrai, c'est dense. C'est Comme, très dense, ouais. C'est très très dense. Donc, la première chose que je voulais lancer, je demande à mes camarades autant qu'à Monsieur Chéreau, comment décrire ou ne serait-ce que définir ce qu'est la Révolution française en quelques mots. Bah déjà, le mot complexe me paraît approprié, comme on l'a dit en ce début de podcast. Mais aussi, on en a pu en parler entre nous, ce n'est pas un événement qui arrive d'un coup. Il y a énormément de choses qui sont antérieures à ce conflit. Et je pense que ce serait intéressant d'expliquer à quoi est due la Révolution française avant de dire ce qu'est la Révolution française en soi. Bon, déjà, la Révolution française, on sait pertinemment, cela dépend des personnes, mais c'est un conflit du coup entre grossièrement le tiers-état qui se révolte par rapport à beaucoup de choses, comme j'avais pu voir dans mes recherches, les mauvaises récoltes des dernières années, le pouvoir d'achat, si on peut dire ça comme ça pour cette époque, qui dégringole il dégringole pour les plus pauvres. Le pain devient extrêmement cher alors que c'est l'un des points culminants de l'alimentation. Vous me coupez si je dis une bêtise. Non. Sinon, je vais pas cesser de te couper la parole. Pour la faire simple, entre très grandes guillemets, on est face à une période de bouleversement majeur. Je pense que c'est plus le mot que j'aurais utilisé aussi, bouleversement. Et au lieu d'utiliser la notion de conflit, j'aurais plutôt utilisé la notion de crise. Oui, tout à fait, oui. Donc, crise politique, mais aussi sociale. Oui, culturel. et économique culturel et aussi. culturel aussi. Surtout, on passe à un événement important, fin de la monarchie, et puis Oui, on passe à un nouveau système politique en France. Avant de retrouver la monarchie avant de retrouver quelques la années monarchie. plus Voilà, tard. Ça, mais- justement, c'est la partie qu'on va s'intéresser maintenant, qui est le point de vue chronologique. Peut-être que Gabriel a quelque chose à Oui, ajouter peut-être. aussi dans la définition. Moi, personnellement, la Révolution, c'est comme tu as dit. Mais moi, je verrais plus ça quand même, ça s'arrête pas... ça dure, en fait, pour moi. Oui. Ça prend pas fin directement en 1789. Donc ça, on en reparlera plus tard, mais... 1799. 99. pardon. Justement, c'est le point qu'on va voir maintenant. La Révolution française, de la façon dont on nous donne les dates, généralement, c'est Dont on l'étudie 1789, généralement. 1799. Donc, grand moment, l'année 1789 où commencer, serment du jeu de paume, les états généraux qui se réunissent, prise de la Bastille, très symbolique, et évidemment, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a évidemment l'abolition de la monarchie, l'événement très symbolique, l'exécution de Louis XVI, on a la terreur, après on a le Les guerres de directoire, Vendée. voilà, on a les guerres de Vendée, on a plein d'événements, vous en avez sûrement plein d'autres à donner. Oui, il y en a tellement. C'est faut ça, dire, Je Le sais pas si- directoire, le consulat. Voilà, c'est ça. Et justement, la question de savoir si on ne peut pas commencer la Révolution un peu avant, comme Michael a pu commencer en parlant de cette crise qui débute dans les années 1780. Notamment, on sait que... mais je pense même que ça va un petit peu avant 80. C'est Il ça, y a des antécédents, même, je dirais, si je dis pas de bêtises, sous Louis XV, il y a déjà quelques... Quelques crises. Oui. Même en Voilà. 88, à Grenoble. Voilà, il y a, La journée en des Tuiles. 88, c'est en plus, il y a eu
du point de vue agricole, c'est qu'il y a eu un été extrêmement Oui. chaud. En fait, il y a une décennie qui est un petit peu compliquée pour les paysans et pour la culture. Et du coup, l'autre partie de la question, c'est est-ce qu'on l'arrête en 99, en 1799, ou est-ce qu'on peut la prolonger? Alors justement, parce que la seule chose que j'ai rajoutée en 80, c'est que l'antiféodalité, l'antiseigneurie, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent déjà. Donc on peut peut-être voir quelque chose qui débute, même avant. Mais c'est vrai que la question qui est intéressante, c'est est-ce qu'on peut pas plutôt parler d'une période révolutionnaire? Parce que justement, j'ai essayé de faire un peu une chronologie très rapide, mais compliquée. Donc, on a le Directoire, fin 99, coup d'État de Napoléon, consulat, Empire, Restauration, 100 jours où Napoléon revient, la Restauration reprend, Révolution de Juillet, mais plus généralement connue sous le terme des Trois Glorieuses, en 1830. Ensuite, on a une nouvelle Restauration, la Révolution de 1848. On a la Deuxième République qui est déclarée, mais qui meurt quasiment dans l'œuf, puisque le premier président deviendra Napoléon III et fondera le Second Empire. Et en 1870, quand l'Empire se termine, c'est pas fini avec les en France, puisqu'on a les communes de Paris, Marseille et bien d'autres. Donc c'est vrai que cette limite de 1799, on peut se poser un peu la question, pourquoi celle-ci? Et moi, c'est ça que je me pose, parce que techniquement... Il y a plein de choses qui découlent bien après 99. Ouais, De toute façon, on n'aura pas la prétention de répondre et de trouver la réponse à cette Oui, question. tout à fait. Ça, c'est vraiment un débat qui est d'ordre historiographique. Et il y a plusieurs écoles qui s'affrontent qui débattent autour de cette date. Mais je pense que le point d'ancrage, c'est le personnage de Napoléon. Non pas forcément les événements qui découlent d'eux. Mais ça, c'est une question qui, depuis des années... bouscule un petit peu les grands cercles historiographiques de la Révolution française. Parce que, notamment le point que moi j'avais pu voir, j'ai des souvenirs un peu flous de quand j'étais jeune, souvent où on l'a terminé en 1795, qu'on n'inclut pas le directoire dedans. Beaucoup d'ouvrages s'arrêtent en 1795, globalement avec l'arrivée du directoire, où le régime thermidorien, la mort de Robespierre correspond aussi à une fin de cycle, clairement. Et donc beaucoup d'historiens sont surtout intéressés à la terreur. Et après, on est sous une forme de politique un petit peu apaisée, même autour de la question religieuse, même si ça rebondit à partir de 1797. Mais la mort de Robespierre aussi correspond à une fin de cycle historique. Oui, c'est ce que j'avais pu voir dans mes recherches. Disait Michelet, il n'ira pas au-delà. C'est vrai que après le directoire, j'en connais pas exactement toutes les spécificités, mais... Parce que régime stable, moins violent peut-être aussi au demeurant, dans la culture populaire, ou dans ce qui nous est traduit aujourd'hui d'étudier. Mais parce qu'on est peut-être plus dans la Révolution, mais peut-être qu'on s'inclut toujours dedans sur le moment. La question, c'est comment eux percevaient la chose. Est-ce qu'ils se sentaient... Les contemporains c'est ça, comment ils se sentaient? Est-ce qu'ils se disaient... Grande question. Est-ce qu'on est... alors déjà toujours dans la Révolution, mais oui, c'est vrai que c'est surtout... Oui, on l'est clairement. En 1795, des têtes tombent encore. Oui, voilà. Donc, 97, 98, il y a Babeuf, il y a le retour des montagnards. C'est encore une révolution qui est très active, mais elle est plutôt apaisée dans l'esprit... des contemporains, si on peut dire les choses telles quelles. Pas forcément en Vendée, parce que ça perdure, ça va même perdurer jusqu'aux années 1820, 1830. Mais il y a une certaine forme de stabilité à la fin de la terreur. Après, c'est vrai, vraiment, c'était la question du coup de cette chronologie, c'était vraiment ce point où la Révolution... Enfin, c'est vraiment mon avis personnel, mais ça ne termine pas en 1799. Elle se termine quand alors? Je sais pas si c'est mon côté très... Alors, École libérale, donc Furet, si on veut rentrer dans le débat historiographique, qui aujourd'hui est un petit peu remise en question, soit en passant. C'est ça, c'est qu'en fait, je sais pas si c'est le sentiment, je sais pas si c'est le bon mot, mais le fait, je suis très attaché à la République française. Oui. C'est vrai que du coup, jusqu'en 1870, moi je suis plutôt en mode c'est pas fini quoi. Ça stagne, il y a des crises Il y a des réminiscences en 1830, en 1848, en 1871, donc forcément on a le sentiment que c'est pas fini. Puis il y a aussi la révolution bolchevique qu'il faut peut-être aussi considérer, mais ça sera un aspect aussi, un peu extérieur. Mais... J'ajouterais aussi le fait que tout le monde n'est pas encore 100% d'accord avec les idées de la République. Il y en a encore beaucoup qui sont royalistes ou monarchistes. La République de 1870, c'est une République de monarchistes. Donc, mais c'est encore une fois, avoir la prétention de savoir quand est-ce que cette révolution s'est arrêtée, c'est un petit peu cavalier. Oui. De toute façon, l'objectif c'est surtout de comprendre pourquoi on aurait poussé aussi loin, et simplement parce qu'il y a encore des crises en fait finalement.
Parce qu'en fait, la Révolution française est profondément idéologique. Donc forcément, l'arrêter à une certaine période correspondrait peut-être à un idéal politique qui correspondrait à des attentes de personnes qui militent pour des choses diverses et variées. Donc c'est cloisonner la Révolution française, c'est aussi un peu faire de la politique. De toute façon, il n'y a pas une historiographie plus idéologique que l'historiographie révolutionnaire, à mon sens. Enfin, je pense que je l'ai surtout senti depuis que j'ai rejoint l'université il y a bientôt 3 ans. C'est difficile de ne pas être touché par la politique quand tu essaies d'être historien. Clairement. Parce que tout Il y a est des politique. périodes en plus. En fait, tout est histoire, mais tout est politique aussi. N'importe quel événement de l'histoire française est voué à des débats ou des désaccords. Donc, c'est surtout il y a beaucoup de conflits idéologiques, donc ça va parfois ça va souvent avec la politique, il y a toujours un semblant de s'émêler. Oui, c'est pour reprendre mes notes, c'est ce que je dis. L'historiographie, elle est prisonnière de querelles idéologiques, clairement. Mais même au sein des salles des profs, pour réduire ça à ce qu'est l'histoire, à savoir un enseignement qui est distribué dans le secondaire, entre collègues, on peut ne pas être d'accord sur une interprétation historique qui est liée à la Révolution ou même à d'autres choses. Parler des croisades, ça peut être tout aussi source de conflit entre historiens ou entre profs d'histoire. Et la Révolution française, c'est encore plus significatif. Prenez la terreur, c'est une période de violence extrême, mais c'est aussi une période qui est riche en avancées sociales, peut-être, pourquoi pas. Et aujourd'hui, nos politiques en sont l'écho. Justement, c'était le point. Alors, parce que dans une seconde partie, on voulait justement parler d'historiographie et d'enseignement, parce qu'on voit que dès le 19e siècle, on a déjà des camps qui se divisent. On a contre-révolutionnaires, surtout portés par catholiques et royalistes, qui refusent entièrement la révolution. On a l'entre-deux. Alors moi, j'ai trouvé le mot libéral, entre grandes guillemets, qui sont des gens qui acceptent la révolution, mais qui condamnent par exemple la terreur. Et on a aussi un autre bloc. Alors, j'ai à nouveau trouvé le terme. Je pense qu'on a pris à peu près les mêmes notes. Voilà, une lecture dite jacobine, où on accepte la révolution en entier et qu'on ne peut pas séparer les événements. Jacobine, une tendance marxiste. Il ne faut pas aussi négliger le matérialisme historique de Karl Marx, qui nourrit la passion de certains historiens, dont Albert Soboul, par exemple. Mais mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est clair, il y a globalement 3 écoles. L'école libérale, l'école jacobine et l'école, j'ai envie de dire, contre-révolutionnaire. Je pense que c'est peut-être plus simple de l'appeler tel quel. Parce qu'il n'y a pas forcément des monarchistes. Oui, du coup, que des monarchistes. Après, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que les monarchistes. Mais surtout, c'est le point, c'est qu'on parle dès le 19e siècle, mais c'est qu'en fait, c'est toujours d'actualité. Clairement. Alors, dans l'environnement historien, personnellement, je sais que ça existe, mais j'en ai jamais rencontré des complètement pros qui sont pas capables de mettre la terreur à part ou d'étudier la terreur de l'événement comme il est. Oui, c'est nuancé. Par contre, c'est vrai qu'on a encore ce truc-là, et même au sein des historiens. Alors après, savoir ce qu'on appelle un historien ou pas, ça sera le débat. Enfin, c'est mon avis. Ça peut être l'objet d'un autre podcast. Ouais, l'objet d'un autre podcast. Voilà, parce que du coup, on a encore ce truc-là de contre-révolutionnaire. Alors généralement, ils se disent pas contre-révolutionnaire, mais l'utilisation des termes, etc. Enfin, on va revenir plus loin. Appeler les guerres de Vendée ou appeler les guerres de Vendée génocide vendéen, c'est une prise. Moi, je pense que l'histoire a déjà acté. Ouais, c'est ça. Mais c'est une prise ce qui de s'est passé position. en Vendée. C'est une prise de position qui peut être politique. Ouais. Et on pourrait peut-être même, on va peut-être pas forcément parler maintenant, mais c'est vraiment quelque chose qui divise. Mais il y a quasiment un consensus chez les historiens sur certaines questions. Alors autant sur la terreur, il n'y en a pas, autant sur la Vendée, je pense que la position de certaines personnes n'est pas celle d'historien. Justement, c'est le. Et donc il faudrait redéfinir ce qu'est un historien. Parce que c'est justement l'autre point, c'est que c'est toujours des débats actuels. Enfin là, justement, je me tourne vers vous. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à devoir parler de Révolution française. Moi, étant le seul historien de ma famille, j'ai pas trop eu ce problème. Mais au sein de nos classes ou de l'université, tu vois très bien qu'il y a des penchants, qu'il y a des idées différentes, etc. Personnellement, j'ai un membre de ma famille qui est directeur d'université et surtout en section d'histoire, qui est du coup dans l'époque moderne, qui est moderniste et qui... Alors je ne suis pas sûre du tout que ce soit son sujet de prédilection, si on peut dire, mais j'ai souvenir que c'était lui qui me faisait le plus de... Enfin, qui réussissait à mieux me faire comprendre la Révolution française parce qu'il a été confronté à ça très très souvent. Ouais, et puis s'il est moderniste et spécialiste du 18e, il sera forcément spécialiste de la Révolution française. On n'est pas... Alors, j'aime pas dire bon parce que ça implique des mauvais, mais on n'est pas bon historien de la Révolution française sans une belle connaissance du XVIIIe siècle, donc de la modernité. Donc pour moi, ça coule quasiment de source. Mais on peut reparler et rebondir sur la chronologie.
qu'on a évoqué tout à l'heure, la question se pose. Est-ce que la Révolution française est intégrée à l'époque moderne ou à l'époque contemporaine ? Et c'est un débat qui C'est- fait. Moi, je travaille sur la Révolution française, mais mes directeurs de thèse sont contemporanéistes. Donc, je pense que dans d'autres universités, j'aurais été certainement associé à une équipe moderniste. Bref. Mais Alors, c'est très intéressant. Vous pensez plutôt du coup que c'est moderniste ou... j'ai été formé à l'université de Tours, donc forcément, j'aurais tendance à penser que c'est la porte d'entrée vers l'époque contemporaine. Donc, j'aurais tendance à l'intégrer à l'époque contemporaine. Mais je pense que nous sommes en minorité, les historiens qui pensent ça. Globalement, la Révolution française, c'est l'époque moderne. Je pense que... Mais il y a débat, encore une fois. Voilà, moi, généralement, Bah- je l'ai appris comme la fin de l'époque moderne. Moi, Ou le début de l'époque contemporaine. C'est ça le problème. Bah moi, j'utiliserais le terme de transition. Ouais. C'est entre les deux, c'est pour moi ni moderne ni contemporain. C'est un peu un mélange des deux. Enfin, De toute façon, ces ça périodes soude. de transition sont toujours un petit peu difficiles. Oui, à c'est situer. flou, c'est comme la découverte j'allais dire la découverte de l'Amérique, mais plus précisément, on ne sait pas si le Moyen-Âge, entre guillemets, se termine à la chute de Byzance ou à la découverte de... Enfin, il y a toujours des Ou avec périodes- les thèses de Luther. Oui, Ouais, voilà. c'est ça, ou avec l'avènement de Je pense qu'il n'y l'humanisme. a que Erasme. l'Antiquité où on est grosso merdo d'accord, et encore, Ah je bah, pense moi, qu'il y alors a là, des- me lance pas là-dessus parce que je pense être un problème. Je ne te L'Empire lance pas. romain, il était déjà claqué, puis il y en avait un autre qui était déjà là depuis longtemps. Donc, pourquoi cette date ? Mais c'est vrai, c'est la question de pourquoi mettre Après, des ouais, dates 1789, 1799, je pense que c'est des dates qui sont fondamentales pour signifier une transition. Il se passe quelque chose, un bouleversement, précises. Oh, et qui dure, et qui durera, et qui encore aujourd'hui nous affecte profondément. Donc même si on ne remet pas en cause la République, quoique, c'est fondateur. Donc forcément, c'est une période qui impose ou qui dépose. Après, de ce que moi j'avais cru comprendre en discutant avec le directeur de la bibliothèque de section ou spécialité Pascal Pinotto. Oui, voilà, Mhm. ce charmant monsieur qui nous avait, Très charmant. tout à fait, quand on avait fait nos premières recherches à la bibliothèque, nous avait déjà été très surpris que nous vous invitions alors que vous êtes Ouais, en mais c'est parce secteur qu'il me deux. déteste. S'il m'écoute, il sait très bien, il me déteste. Et il nous avait surtout dit qu'après, c'est surtout des découpages administratifs qu'on fait de l'histoire. C'est pas tant. Parce qu'il nous avait parlé du fait qu'une fois on avait. Enfin, une fois, non. Fut un temps, la Révolution française était mise côté contemporain, mais étant donné qu'il y avait très peu de modernistes, on a décidé de mettre la Révolution française du côté de l'époque moderne. C'est l'explication qu'il Donc nous avait une donnée. pratique, ouais, c'est la comptabilité qui a fait que. Oui, voilà. Il était question de rentabilité. Est-ce que Gabriel, tu as quelque chose à rajouter ? Bah, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on prend 1789 pour marquer la fin d'une époque, alors que, par exemple, aux États-Unis, la Révolution américaine était déjà là avant, à partir de 1776. Je pense qu'on va surtout situer en France la période révolutionnaire. On l'a située et l'établir à une date donnée, déjà pour la transmettre. Ça permet Oui, c'est de plus simple. transmettre le savoir et puis de faire de la révolution ce qu'elle a été. Et après, de voir ce qui s'est passé avant comme étant des facteurs déterminants. Donc, D'accord. parce qu'à ce compte-là, si on étudie, je ne sais pas, la Première Guerre mondiale, on pourrait peut-être dire que la Première Guerre mondiale a commencé en 1870. Oui, avec tous les antécédents qu'il y a eu Exactement, derrière. ouais, donc c'est... même aujourd'hui, Nicolas Beaupré, pour ne citer que lui, qui parle de période de guerre mondiale, enfin, on s'écarte un peu du sujet, mais la guerre mondiale, elle commence en 14, elle finit en 45 globalement. Et il y a un entre-deux Oui, sur les d'accord. totalitarismes. Mais c'est déterminer véritablement une date... enfin, j'insiste, on n'y arrivera pas aujourd'hui. Bon, de toute façon, c'est que ça soit pour le coup de la Révolution ou même généralement des conflits, etc. Oui, À partir de quand on peut commencer ? Moi, généralement, j'aime bien, mais alors je n'y connais pas suffisamment pour dire ça, mais j'aime bien remonter à Charlemagne quand il est mort et qu'on a dû tout découper, où là, on a senti qu'il y avait Le des partage problèmes. de Verdun. Voilà, c'est ça. Là, on a senti qu'il y avait des problèmes, mais c'est vrai que savoir quand on a commencé à avoir des conflits. disons que chaque événement découle d'un événement précédent, quand Oui, même. C'est ça. Par le jeu C'est des vases un- communicants, c'est Un ouais, c'est clair. emboîtement, en fait. Toujours. Il y a toujours des antécédents en histoire, c'est ce qu'il faut retenir, je C'est ça. dirais. Donc et c'est parfois le problème que rencontrent les étudiants ou les collégiens, les lycéens quand il s'agit de contextualiser une période, parce qu'ils ne savent pas où commencer un contexte. Et c'est la raison pour laquelle l'histoire est aussi une discipline de méthode et de pratique. Donc c'est remonter aux origines de la Révolution française aboutirait peut-être à remonter jusqu'à Jésus de Nazareth, parce qu'il est souvent évoqué durant la Révolution française. Et j'ai bien dit Jésus de Nazareth, je n'ai pas parlé de Jésus-Christ comme étant un fondateur d'un idéal, qui est celui de la liberté, de l'égalité. Donc on pourrait remonter loin, et puis c'est tellement vaste comme sujet qu'il faut plus se spécialiser, je pense, dans un domaine qui est lié et propre à la Révolution française que dans la Révolution française dans sa totalité et globalité. Donc
Puis on n'aura pas la prétention de le faire, encore une fois. Non, bien sûr. Sauf les grands conteurs comme Jules Michelet, pour ne citer que lui. Mais il y en a d'autres, Georges Lefebvre, par exemple. Pour revenir sur le point des débats actuels, notamment, quelque chose que je ressens bien, c'est sa vision des grands personnages de la Révolution, notamment des gens qui, je vais le dire comme ça, mais qui idolâtrent, bon, je le dis avec un peu d'ironie, vous le sentez bien, mais Robespierre, et les gens qui le haïssent profondément. Et pareil, Louis XVI, alors vraiment, dès que je lis quelque chose, je suis complètement paumé sur le Les personnage. commentaires sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi un peu dramatique. Ouais, c'est ça, Oui, c'est vraiment, c'est majoritairement pas vraiment des professionnels Oui, qui c'est le pas. disent. Ouais, après, ce serait un peu condescendant de le dire, mais oui, je suis d'accord avec toi, ouais, clairement. Je n'aurai pas tant les précisions, mais ça, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé. Moi, pour le problème, c'est que les gens qui en parlent souvent sont des politiques, et du coup, ils en font ce qu'ils en veulent. Oui. Prenez Ça la me semaine déplaît. dernière, Gabriel Attal. Oui. Peu importe ce qu'on en pense, il propose un discours sur l'abolition de l'esclavage. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Moi, je l'ai écouté un petit peu avec une oreille. Et à un moment, il cite les anti-esclavagistes de l'époque moderne, donc certains philosophes des Lumières. Et chez les révolutionnaires, il va citer Brissot. Pour moi, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Bon, je ne vais pas rentrer dans le discours parce que ça, on pourrait peut-être après suggérer autre chose. Mais il ne va pas citer Robespierre. C'est un choix politique. Donc... C'est justement Ça ça, interroge. dans le point, par exemple, de débat, c'est une des notes que j'ai pris, c'est que quand on enlève, enlever, faut pas, mais bien sûr, si on écarte cette côté de la terreur, etc., notamment la suppression de tous les autres groupes politiques qui n'étaient pas d'accord, on est... Ils ont eux-mêmes été supprimés. Voilà, c'est ça. Puis après, voilà, chacun son tour. Mais c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Parce que alors là, pour le c'est coup, connu, ça. je m'en rendais pas compte. Alors, je vais être cash, j'utilisais pour le coup Wikipédia à chaque fois que j'avais un nouveau nom qui apparaissait. Et le nombre de fois que j'ai lu le mot guillotiné, je m'y attendais pas quand même. Genre vraiment, je savais que Il y a eu un Je grand vous ai ménage ramené, politique, je vous ai mais, ramené quelques chiffres, de toute façon, waouh, si vous voulez. c'est... On va donner les Pour le nombre de guillotinés, de toute façon, c'est très difficile à établir. Je sais qu'il y a eu Voilà, environ c'est- voilà mes 40, chiffres. je sais Difficile qu'il y a à eu... établir. Moi j'ai lu 40 000 entre à peu voilà, près. 40 000 morts, mais enfin ça Mais prend c'est les remis en guillotinés, les question, fusillés, ceux qui sont c'est morts en ça. prison, tout le monde. Parce que du coup, Robespierre aussi, le point, c'est que, alors, abolitionniste, il y a un débat, Il y a un certains débat, oui, pensent parce que qu'il l'est même ou moi, pas. j'ai pas la réponse à cette Voilà, question. c'est ça, parce qu'il a eu des paroles qui semblaient contraires à l'abolitionnisme, et des fois, voilà. Mais en fait, de ce que j'ai pu lire, j'ai l'impression qu'il avait surtout une attache aux colonies, mais toutefois, il fait partie de ceux qui a voulu intégrer dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la notion que les personnes, les libres de couleur, etc., enfin, devaient avoir autant de droits que les blancs. Donc, c'est vrai que c'est un personnage Qui divise. qui divise, parce que... Vous allez à Paris, vous allez avoir des rues Danton, même à Tours, soit en passant, des statues à l'effigie de Danton. Robespierre, vous avez une station de métro du côté de Montreuil. Vous allez voir quelques rues, je crois, il y en a à peine une dizaine en France. Non pas qu'on ait envie d'effacer le personnage, ce serait aberrant, surtout dans un pays comme la France, mais c'est symptomatique d'un parti pris politique, qui est celui de républicains modérés, qui stigmatisent ou qui ont peur de la République sociale que représente d'une certaine manière Robespierre, ou représentait. Même si au fond, ça reste un bourgeois, Robespierre. Oui. Après, la question, c'est qu'il y a beaucoup de nobles et de bourgeois qui ont pris... Alors, peut-être parce qu'ils sentaient que c'était le bon coup, mais voilà, c'est qu'ils ont pris le côté du... alors, s'ils prennent le côté du tiers-état, les bourgeois, c'est plutôt logique, puisqu'ils n'étaient pas inclus dans la la noblesse. mais c'est aussi que, du coup, des nobles ont pris le parti du tiers-état aussi. Oui. Donc, Même des grandes figures, il y a Philippe Égalité, qui était le cousin de Louis XVI, a voté justement contre son propre cousin. Donc il a pris quand même parti. Et on lui a prêté une légende de la fameuse voix supplémentaire, la 361e voix. Celle qui condamne à mort son cousin. Ouais, mais lui-même perdra la tête un an plus tard, Oui, donc, c'est ça. enfin même Donc, pas quelques mois plus tard. Mais ouais, après que des nobles prennent parti pour le tiers-état, c'est pas surprenant. non plus. Mais... En soi. Et certains d'autres résistent aussi, certains nobles. Oui. Comme la plupart vont migrer dans d'autres pays ou... Je crois que j'ai lu, alors c'est pas que des nobles, mais je crois qu'il y a environ un peu plus de 100 000, peut-être 130, 140 000 personnes de Français qui fuient justement, notamment des nobles qui fuient Et qui la reviennent France. dans les années 1800, 1810, et qui même bénéficient parfois d'avantages fiscaux, et même très gracieux, mais ça c'est un autre débat. Mais oui, c'est très difficile à évaluer, mais c'est plus d'une centaine de milliers, clairement. Plus l'émigration en interne. On parlait des guerres de Vendée tout à l'heure, mais les guerres de Vendée
elles influent sur les flux migratoires durant la Révolution française de manière assez importante. Hein. L'autre personnage, du coup, alors surtout le point que je voulais donner, c'est que Robespierre, je trouve qu'il est très symbolique. Enfin, c'est juste moi, mais généralement, quand je pense Révolution, les souvenirs les plus lointains que j'ai, c'est évidemment Marianne, le drapeau, etc., la prise de la Bastille et ce portrait très connu de Robespierre. À chaque fois que j'ouvrais un bouquin sur la Révolution ou n'importe quoi, c'était souvent ce qui revenait. Donc c'est vrai que le personnage, est très important et à la fois quand on dit bon on a des petites dizaines de rues, quelque chose comme ça, donc c'est vrai que c'est un personnage qui fait beaucoup de débats. Bah, personnellement, moi dès que je pense Révolution française, c'est l'un des seuls personnages qui me vient en tête. C'est ça, souvent c'est le premier Il est central. Oui, vous pensez à. Enfin, je sais pas si c'est une question de. Je sais pas si. Il y a peut-être un côté fantasmagorique aussi. Parce que Robespierre est associé à une image de violence populaire, guillotine. Ça nous ramène à beaucoup de choses comme la mort. Bref, la violence collective. Vous pensez à l'Allemagne dans les années 30, Hitler, il vient tout de suite, ou Seconde Guerre mondiale. Enfin, ce que je veux dire, notre cerveau, il a tendance à faire des parallèles assez simples avec la violence ou la notion de violence. C'est vrai qu'on ne peut pas dissocier la terreur de la violence, donc du personnage de Robespierre, qui est considéré comme étant le chef de file des montagnards, donc forcément le père de la terreur. Alors qu'ils sont il n'était pas tout plusieurs. seul, voilà. Ils sont une vingtaine à guillotiner le Oui, 27 juillet 94. Donc, il y avait Danton, Saint-Just. Alors Danton, il est guillotiné 3 mois auparavant. Il est éliminé par Robespierre dans le cadre d'un jeu politique au sein de la montagne. Mais pour des raisons qui sont liées à est-ce qu'il faut continuer la guerre, est-ce qu'il faut l'arrêter, est-ce qu'il faut prolonger la révolution, est-ce qu'il faut l'arrêter. Donc ça, c'est des questions qui sont d'ordre politique. Mais oui, il y a Saint-Just, par exemple, qui... on parlait de Brissot, de toute façon, ceux qui perdent la tête, ils sont tellement nombreux qu'on pourrait en faire une liste exhaustive. On pourrait parler même de Louis XVI. Hein, oui. qui est, justement, c'était l'autre personnage. Dans l'image, c'est lui le premier qui perd la tête. C'est ça, c'est Louis XVI, c'est vraiment aussi un des personnages compliqués et qui, du coup, provoque toujours des débats actuels. C'est que, en fait, le roi, de ce que j'arrive à lire, c'est qu'en fait, il semble décalé de la réalité. Je pourrais pas dire si c'était bon ou mauvais roi, etc. Je connais pas assez malheureusement sur le personnage. Il s'appelait le bien-aimé. Mais c'est qu'en fait... Donc si son sobriquet inclut oui, c'est vrai que, un groupe nominal aussi charmant, c'est qu'il devait être apprécié par ses sujets. Ce qu'on voit, c'est qu'au début, mais on verra plutôt ça à côté du point de vue événementiel, c'est qu'on passe quand même d'un petit, bon, ouais, je sais pas le bon mot, mais d'un débat entre monarchie absolue, monarchie constitutionnelle, République, et finalement qu'on arrive au point où on coupe la tête du roi, République, etc., et tout ce qui s'ensuit. C'est Paris, pour beaucoup de spécialistes, c'est Paris qui coupe la tête du roi, hein, c'est pas... C'est pas la province. Ouais, c'est pas la province. Encore une fois, c'est un peu vague de dire ça comme ça, mais en substance, le roi est apprécié. En 1700, enfin, on en a parlé des centaines de fois, même en cours avec des étudiants. Le roi de France, en 1789, il est hors de question de le rétrécir de quelques centimètres. De ce que j'ai lu, c'est toujours c'est le père de la patrie, c'est l'image que. Ouais, c'est l'erreur qu'il commet. Peut-être que tu allais la citer, Michael, c'est Varenne. Oui, quand il s'enfuit. À Varennes, oui. Ouais, il essaie de s'enfuir. Puis après, lors de son procès, où ils ont trouvé des documents, il me semble. Ouais, et puis bien évidemment, il y a le placard avec Mirabeau. Puis il y a aussi le personnage de sa femme qui est sulfureux au sein d'une certaine élite intellectuelle parisienne. Donc il y a un travail de sape. C'est ce que j'ai vu, c'est que lui en tant que tel, généralement ça allait. Par contre, tout son entourage, tout le monde le critiquait. Oui. C'est vraiment, il y a le fait que Marie-Antoinette était quand même assez... Je peut-être pas le bon mot, mais elle se laissait aller sur les dépenses, si on peut dire. Ouais. Mais après, j'ai envie de dire un peu comme toutes les femmes de roi. Attention. Voilà, il faut prendre des pincettes quand on dit, ouais. évidemment. Mais j'ai envie de dire la cour en tant que telle. Oui, la cour, voilà, tout simplement. Surtout quand t'es... Les affres de la cour, la cour vit au-dessus de ses moyens, à une époque où des Français meurent littéralement de faim, donc forcément... Il me semble que c'est à partir de Louis XIV qu'on a je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est vraiment à partir de Louis XIV qu'on a cette image de le roi... profite plus qu'il n'a, tandis que... Ouais. C'est peut-être pas encore un peu le cas. Peut-être que Louis XIV... évidemment, il faut prendre des pincettes, mais c'est vrai que... J'ai vraiment souvenir que, en tout cas dans mes années lycée, le professeur que j'avais nous disait que Louis XVI était certes apprécié, mais que ses prédécesseurs lui avaient pas laissé... En héritage, un royaume, voilà. bien évidemment. Puis de toute façon, je pense que même en 1715, quand Louis XIV meurt et laisse son trône à Louis XV, il y a la régence d'abord, mais c'est l'héritage. Est-ce que c'est un élément
qu'on peut souligner peut-être. Je pense qu'il y a plus d'éléments qui nous permettent de comprendre en quoi Louis XVI devient la victime d'une révolution. C'est le jeu politique qui mène durant la Révolution française. C'est ses choix. C'est le retour à Paris sur la pointe des pieds. C'est la fuite à Varennes, on en parlait à l'instant. C'est la volonté aussi de faire de l'Autriche un allié de la contre-révolution. Ça plaît pas forcément à la population qui considère qu'à partir de 1789, il y a des acquis. Et on n'y reviendra pas. Il est hors de question d'y revenir, notamment sur la question religieuse. Donc c'est les choix politiques qui entraînent la chute. Après, comme tu disais, Dylan, tu avais dit la phrase « le roi a l'air un peu décalé de la réalité ». Je pense qu'il y a aussi le côté où ça reste un roi. C'est la figure, il représente... entre guillemets Dieu sur terre, c'est le père de la patrie, il n'a pas l'éducation... il a une éducation certaine qui fait qu'on lui fait quand même comprendre que c'est pas n'importe qui. C'est encore un roi thaumaturge, Louis XVI. C'est encore un roi qui touche les pieds, qui lave les pieds des pauvres, qui soigne par le simple toucher l'imposition de sa main. Donc c'est un roi qui est encore sacré. J'apprenais quand j'étais étudiant que le 21 janvier 1793, c'est l'un de tes rares personnages dont on connaît par cœur son heure de mort, 10h22 pour être précis. On a des Parisiens qui sont persuadés que le ciel va tomber à partir du moment que sa tête touchera le sol. Parce qu'il y a le truc du régicide. Exactement, on va tuer le représentant de Dieu sur terre. Donc beaucoup de gens ont peur de ce qui va se passer après. Du coup, alors je sais pas si c'est véridique, mais j'avais lu en fait pour le côté décalage, c'est notamment en fait après la période du coup qu'on qualifie maintenant des Lumières. C'est vrai que ce côté du pouvoir absolu, etc., qui est un peu remise en question. Oui, voilà, c'est ça. Donc avec les écrits de Montesquieu, on pourra retomber à l'esprit des lois. Il y a déjà une volonté de la part des philosophes de réduire les pouvoirs royaux. Voltaire qui fait quelques séjours à la Bastille le sait lui-même. Ils combattent le pouvoir royal, passent par les écrits, et les écrits sont lus, et donc forcément ça se diffuse après au sein des populations. Mais j'insiste vraiment sur un point, parce que les élèves ont tendance parfois à l'oublier. En 1789, le 14 juillet, il est hors de question de commander la tête du roi. Non. Même des moulins qui montent sur les bancs et sur les chaises un dimanche, parce que le 14 juillet a lieu un mardi, mais les premiers ronflements à Paris sont un dimanche. C'est pas anodin que ce soit un dimanche d'ailleurs. C'est quelqu'un qui demande plus de liberté, plus d'égalité, moins d'impôts, la fin des privilèges. Enfin, la liste est longue, mais on ne demande pas la tête du roi. Après, de ce qu'on voit, même le roi, au début, alors il n'est pas d'accord sur tout, mais notamment sur des sujets comme la liberté de la presse, etc., je vois qu'il était d'accord. Justement, c'est qu'il a progressivement... il voulait lâcher un peu de... à chaque fois qu'on touche à la liberté à partir de 1789, je pense à 1830 ou 1848, c'est qu'on a un roi qui essaye de réduire certaines libertés. Bon, ça après, c'est encore une fois, ça c'est autre chose, mais je pense que la question religieuse divise aussi beaucoup. C'est même d'ailleurs exceptionnel qu'on lui accorde un prêtre réfractaire pour se confesser la veille de sa mort. Mais la question de la papauté, je pense que les choix de Louis XVI sont ceux d'un homme qui n'est pas dans son temps. Oui, c'est ça le problème. Puis surtout, moi, le seul point où je donne pas le point à Louis XVI, mais c'est qu'en fait, je pense que c'est absolument inconcevable de s'imaginer à sa place, en fait. Je pense que... et puis on aura tendance à idéaliser aussi l'individu. Après, je dis pas que je suis de l'école Soboul ou de l'école jacobine, bien que moi j'ai tendance à avoir une approche un peu marxiste dans le regard que je porte et que je prête à l'histoire, celle que j'étudie. L'histoire ne s'écrit pas à Versailles, elle ne s'écrit pas au Louvre, elle ne s'écrit pas autour de la personne de Louis XVI. Et c'est une conjecture. C'est des catégories sociales qui s'affrontent, qui sont en crise, qui demandent, qui réclament. Et c'est vrai que dans ce jeu, il y a un personnage qui est Louis XVI, comme il y a un personnage qui est Robespierre, comme il y a un personnage qui est Danton. Il est à considérer, mais j'aurais tendance à penser que plus on parle de lui, plus on pourrait faire de lui un héros ou un martyr. Et c'est pas le but de l'histoire. C'est ça, non, mais c'est qu'en fait, de toute façon, ça sert à rien de se poser la question du bien ou du mal, c'est juste de voir ce qui s'est passé finalement et comprendre. Ouais, comprendre, analyser. Voilà, c'est ça le but. Ouais, mais quand vous avez aujourd'hui une réminiscence monarchiste au sein de
certaines catégories d'élèves, parce qu'il y a des élèves qui aujourd'hui se revendiquent comme monarchistes, toucher la personne... Non mais c'est une réalité, on peut en rigoler, mais il faut apprendre à vivre avec, parce que ça fait partie de notre société. Quand on touche à la personne sacrée de Louis XVI, en classe de première, ou même à l'université, on peut avoir affaire à des étudiants qui se tordent un peu. Bah justement, on voulait mais faire c'est une aussi liaison pareil après, pour Robespierre. Voilà, on voulait faire une liaison après justement avec la question de l'enseignement, mais c'est vrai que... par exemple, juste pour terminer avec ça, de la même façon qu'on va fêter bicentenaire, etc., Oui. la Révolution, on voit que de la même façon, il y a plein de personnes qui se réunissent à chaque jour de... Toujours, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a très souvent des renouveaux. C'est pas particulièrement sur l'éducation en elle-même que, personnellement, j'ai trouvé un article dessus qui est de Jean-Charles Butier. Je ne suis pas renseignée sur la personne, mais il a fait un article sur enseigner la Révolution française, sa morale et compagnie. Et il y a pas mal d'éléments où, par exemple, au centenaire, il dit qu'il y a un renouveau d'édition. En 1889 ? Oui, qu'il y a un renouveau d'édition. Et plus tard, en bicentenaire, c'est un renouveau historiographique. Oui, complètement. Et bien plus riche, d'ailleurs. Il y a de très beaux mémoires à l'université de Tours, justement, qui retracent un peu cette période de 1989. En plus, il faut associer cette période à la chute du mur de Berlin. L'URSS est en déclin, donc c'est aussi pour l'école libérale la satisfaction de se dire que la Révolution française, d'une certaine manière, a eu un impact. A eu un impact, mais elle est finie, elle a abouti, et il y a d'autres choses. Et il faut passer à autre chose. Ce que n'admet pas certaines autres écoles, bien sûr. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis, clairement. Et aussi dans son article, j'avais vu qu'il y avait une place importante de la religion, dans le sens où, par exemple, faut que je retrouve le passage exact dans mes notes. Désolée si je prends du temps. Non, mais t'en fais pas. C'est d'un historien et membre de l'Institut spécialiste dans l'enseignement primaire sous la Révolution française qui s'appelle Albert Babot, qui publie un livre où il insiste sur la dimension anticléricale de l'école révolutionnaire. Et dans son opinion là-dessus, c'est qu'il y a eu l'erreur principale de ceux qui voulaient faire triompher la Révolution fut de compliquer les réformes politiques de réformes religieuses. Donc ça renvoie au fait qu'il y a aussi pas des conflits, mais il y a un mouvement au niveau de la religion avec tout ce qui se prépare dans la Révolution française et surtout dans l'éducation et dans enseigner la Révolution française. On pourrait déjà commencer par dire que la Révolution française est aussi une révolution religieuse. Oui. Ça, je pense que il faut pas le mettre de côté. Et je pense pas que mes travaux démontreront ça, parce que ça a déjà été démontré d'une certaine manière, avec la constitution civile du clergé, bon, bref. Et, pour revenir sur l'enseignement, je partirais aussi du principe, et je le vois avec mes collègues du secondaire, c'est pas une période qui est facile à enseigner, les élèves ne s'y passionnent pas. Alors à l'université de Tours, pour ne citer qu'elle, ça pourrait être un peu une critique de ma part, mais il n'y a pas de maquette qui établit véritablement tout un semestre ou tout un cours autour de la Révolution française, alors que c'est assez fondateur. Et il y a des collègues qui détestent enseigner la Révolution française. Parce que c'est complexe, parce que c'est idéologique, et parce qu'on touche aussi à des questions qui sont extrêmement sensibles, comme la laïcité. On marche sur des œufs. On marche sur des œufs, ouais. Moi, j'adore l'enseigner parce que justement, j'aime bien titiller les élèves. Mais c'est leur ouvrir l'esprit, même s'il y aura toujours un parti pris dans mon discours. J'essaye de leur dire que mon discours est peut-être partisan, mais c'est à eux de prendre ce qui est bon à prendre dans ce que je dis, et qu'après, ils ont à faire le travail. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'histoire, elle est tout le temps débattue. Donc, complètement, c'est une science humaine. Hein, on a peut-être dû d'ailleurs commencer par ça. Et quand vous ferez un podcast sur l'historien, l'historien est scientifique. Donc, ça s'appelle science humaine, ça fait partie des sciences humaines. Ouais, c'est une science humaine. C'est une science humaine parmi les sciences humaines. Et pour revenir, parce que c'est vrai que j'ai noté sur mes notes deux, trois éléments qui permettent de comprendre comment la Révolution française s'exprime au sein de nos programmes scolaires. Et je reprends globalement la phrase que je prends du BO, bulletin officiel d'éducation nationale. Les programmes s'articulent autour de la notion de nation et du mythe national. Donc à partir de là, on peut faire à peu près ce qu'on veut. L'autre point du coup que je voulais mettre, c'est que j'ai pris techniquement pour étudier, apprendre la Révolution française, on propose des thèmes, que ça soit en CM1, 4e, alors seconde pro, première générale technologique, en CAP, mais aussi évidemment en AGGSP, on ne peut pas ignorer. Mais la vraie question, mais justement, moi c'est le truc, c'est que
à part si juste j'ai des souvenirs un petit peu boiteux, j'ai extrêmement, mais très peu de souvenirs de la Révolution Il me française à semble qu'à l'école. votre époque, si je peux me permettre, après je sais pas, hein, il y a encore quelques années, moi j'enseigne depuis 2012, il y a encore 4 ans ou 5 ans, je me souviens plus exactement de la date, la Révolution française était relayée en fin de seconde. Quand on voit la masse ou la densité du programme scolaire en histoire, les profs arrivaient en fin de seconde, ils n'avaient pas le temps de faire la Révolution française. Donc soit elle était bâclée, soit elle était totalement mis de côté. Bah, personnellement, alors j'ai fait du coup AGGSP, la spécialité qui est en lycée général, mais mis à part ça, j'ai eu un prof qui a décidé de faire la Révolution française dès la rentrée de première. Parce que c'est indexé maintenant au programme de première. Là, moi, cette année, avec mes premières, on a commencé le programme d'histoire par la Révolution française. Après, je ne veux pas rebondir encore une fois sur la chronologie, mais on étudie Révolution et Empire. C'est dans une seule et même thématique. Oui, bah moi, tu vois, c'est totalement l'inverse. En comparaison, la Révolution, on l'a vraiment, même tout ce qui est Révolution Empire, on a vraiment survolé, en fait. Bah, Parce pareil. que c'est certainement un choix... ou le choix de ton enseignant ou ton enseignante. Et il y a des collègues qui passeront des heures sur certaines thématiques. Moi, c'est vrai qu'en première, j'ai tendance à passer des heures sur la Révolution française, au grand désarroi de ceux qui ne s'intéressent pas. Mais c'est un choix pédagogique. Moi, je pourrais pas dire la dernière fois que j'ai fait de la Révolution française. Enfin, en seconde pro, j'avais... Alors, en seconde pro, je me rappelle même pas ce que je fais en histoire, mais c'était pas de la Révolution française. Mais surtout, c'est qu'au collège, en fait, j'ai des souvenirs qui sont flous pour une seule raison, et je sais que je suis pas le seul historien à le faire, je viens de taper le micro. Je me rappelle que les souvenirs que j'ai de la Révolution française, c'est parce que quand je m'ennuyais, parce que généralement je finissais mes exercices plus tôt, j'en profite, c'est la seule matière où je m'en sortais, je lisais les manuels, et du coup je me rappelle avoir lu des trucs sur la Révolution française, mais vraiment je n'ai aucun souvenir de son enseignement, et il faut même pas me lancer sur la Révolution de 1848, parce que les Trois Glorieuses, je n'en ai aucune idée si on me l'a enseigné, vraiment je n'ai absolument aucun souvenir de cette période, donc vraiment les révolutions c'est... Alors moi personnellement, quand j'ai vu sur ta fiche que tu avais marqué 3 glorieuses, je me suis posé la question de est-ce que c'est pas plutôt les 30 glorieuses? Oui, moi Alors c'est que normal, absolument oui, pas, c'est pas du tout la même chose, mais Ouais, c'est pas du tout la même chose. Ouais. bah oui, ça, évidemment, Non, c'est pas un du petit tout la même décalage. époque ni rien. 160 ans qui séparent les deux. Non, deux périodes. moi après, comme tu disais, mais c'est que moi on l'a pas vu à proprement parler, mais c'est que comme je m'intéressais déjà beaucoup à l'histoire et tout ça, j'avais vu moi plus de mon côté. Et en fait, je trouve ça dommage de survoler, par exemple la Révolution française ou quoi, qui est quand même l'un des plus gros fondements de notre société d'aujourd'hui en fait. Républicaine en plus. Oui, en plus. Ah, c'est- Nos valeurs, nos symboles découlent de la Révolution française. Bah, c'est ça, surtout que, enfin, du point de vue que tu dis, c'est que tu as lu à côté parce que tu avais un intérêt déjà. Et moi, c'est pareil, j'ai pas des tonnes de connaissances, mais j'y passe forcément. Le problème, justement, c'est pour tous ces gens-là qui finissent Personnellement, j'ai touchés pas par eu la Révolution. d'intérêt énorme pour la Révolution française. Et Mon les élèves, prof a eu bon. les élèves, vraiment, moi je le vois à mon niveau, les élèves s'y intéressent peu. C'est pas une période qui les passionne. Mais je pense qu'il y a aussi la manière d'enseigner la Révolution française qui joue pour les élèves. Ça, malheureusement, c'est tous les enseignants n'ont pas le talent de pouvoir enseigner. Oui. Enfin, Bien c'est- sûr. Oui. Après, personnellement, j'ai eu un très bon prof qui nous faisait faire plein de trucs pour qu'on comprenne. Mais après, il y a aussi le manque d'intérêt qui Ouais, fait le que manque personnellement, j'ai pas tout retenu. Ouais. Et aussi le fait que il y a un programme à respecter et qu'au bout d'un moment, il faut Ouais, passer vite après, à autre chose. ouais, quoi. c'est ça. C'est ce que vous c'est le disiez, cadre. c'est beaucoup l'intérêt qui joue. Parce que moi, Mm. par exemple, moi je vois qui adore l'histoire, il y a forcément, j'aurais plus d'intérêt sur certaines choses que, par exemple, l'Antiquité, par exemple. Oui. Comparé à vous, moi c'est quelque chose qui, j'ai des bases, mais Je pense que c'est pour ça qu'il y a des spécialistes dans les époques, c'est qu'ils s'intéressent à quelque chose qui Oh, bah, c'est les évident. passionne. Parce que tu peux pas travailler sur un truc aussi C'est énorme sans passion, je dirais. Non, mais encore une fois, questionnez-moi sur l'Antiquité. Je reprends souvent cette image, j'avais dû vous le dire en cours, et je le dis de toute façon tout le temps, demander à un médecin spécialiste du ventre d'opérer un genou. Au pire, s'il a eu quelques bases à l'université, il saura peut-être rafistoler quelque chose, mais sa spécialité, c'est le ventre. Mm. Donc, C'est en la même histoire, c'est à chose peu près pour nous. pareil. En fait, c'est surtout que nous, notre premier réflexe, quand on va avoir quelque chose qu'on connaît pas en histoire, c'est d'aller se renseigner sur Oui, le sujet. on va lire, on Alors va justement, c'est la chercher. critique que j'ai, c'est quand l'enseignement de la Révolution n'est pas suffisant, on est face à des gens... parce que, je vais être cash, je pense que les politiques font exprès d'aller sur des sujets justement qui font débat et de prendre les choses qui les arrangent. C'est comme n'importe qui, mais là pour le coup, c'est le cas. Et du coup, justement, le fait qu'ils parlent d'un sujet et que les gens vont pas se renseigner après, c'est pour ça qu'à l'école, pour moi, il faut une base dure. Comme j'ai dit, moi, le plus gros problème que j'ai, c'est que je ne me rappelle pas
la dernière fois que j'ai fait la Révolution française. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai utilisé le théorème de Pythagore. Oui. Puis globalement, on le sait, hein, tout ce que tu as appris à l'école, t'en tires qu'à peu près une dizaine de pourcents. Mais t'en retiens qu'une dizaine de pourcents. Mais à l'université, normalement, vous êtes formé à vous questionner, à faire vos propres recherches en fonction de votre degré d'intérêt. Oui, et typiquement, hier, on était encore en train de faire des recherches parce qu'on n'avait qu'une peur, c'est de ne pas savoir quoi dire. Ouais, c'est ça. Et puis, vous avez fait le choix de la Révolution française. Oui, c'est compliqué. C'est pour ça. Grand malheur. En cherchant, on est tombé sur des millions, des millions. Mais je vous invite chez moi à regarder ma bibliothèque. Et vous verrez que il y a un intérêt la section révolutionnaire, elle est remplie. Et puis il y a tout. Il y a du Patrick Guénifé de l'école libérale. J'ai adoré lire Furet, même si son appréciation de l'histoire révolutionnaire, je n'y adhère pas trop. Mais c'est tellement riche. Et c'est vrai que moi, enseigner la Révolution française au lycée, je m'y passionne. Mais d'une certaine manière, c'est peut-être le chapitre que je trouve le plus complexe à enseigner parce que justement, je me prétends devenir spécialiste de la Révolution française. Donc, le point que je donnerais justement, surtout pour les personnes qui nous écoutent, c'est justement varier vos sources. En fait, le plus dur, c'est toujours d'aller à l'encontre de ses propres idées. On a ce truc naturel où on veut se mettre d'accord. Oui, ne pas se contenter d'un seul truc, voilà. d'une seule vision. Il faut vraiment aller vers les choses qui nous déplaisent, essayer de les comprendre. On peut les critiquer, mais en tout cas, voilà, faut pas juste se concentrer sur... Oui, ne serait-ce qu'un chapitre, une page, c'est suffisant. Et puis, oubliez pas... aujourd'hui, l'histoire, elle enseigne des méthodes, j'insiste, des méthodes. L'histoire est une science méthodologique. Et donc... la Révolution française va s'enseigner à travers la lecture de certains documents. C'est le savoir savant en tant que tel, les élèves ne l'apprennent pas, ils ne l'apprennent plus. Ou ils vont le connaître pendant un court instant qui est celui de la classe de première. Moi, mes cours de première année de fac, de licence, je les ai quasiment oubliés d'une certaine manière. Donc c'est à peu près pareil. C'est la question de notion qui prime dans le secondaire. Il faut apprendre des notions. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et il faut nourrir l'esprit critique, bien évidemment, des élèves. Ça, c'est primordial. Pour le coup, du coup, vous avez déjà effectivement enseigné la Révolution française. Oui, complètement. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre en tant qu'enseignant, justement, pour Encore une ce fois, genre de sujet ? la densité d'informations à transmettre aux élèves. Il faut y passer, de toute façon. Et savoir qu'est-ce qu'on en sort de cette révolution. En quoi elle a été utile, en quoi elle est constitutive de notre société. Même au niveau international, parce que la Révolution française est aussi une révolution internationale. Donc il ne faut pas matraquer les élèves, il ne faut pas leur dire que c'est quelque chose de complexe, ou de compliqué plutôt, pour venir à ce que je disais en ouverture, parce que ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il faut savoir d'où elle provient et où elle mène, cette révolution. Tout en gravitant autour de certaines notions, comme celle de nation. Alors, chers amis, il nous reste... un quart d'heure. Est-ce que ça vous dirait de parler d'une dernière chose ? Effectivement, puisque... Alors, si vous avez bien tous fini sur l'historiographie, etc. Ouais, tout fini, encore une fois. Oui, tout fini. On a abordé ce qu'on voulait aborder. Pour ce podcast, bien sûr, comme je dis, il faut aller lire plus de notes partout. que prévu. Tout le monde, je pense. Le dernier point qu'on voulait voir, c'était évidemment les grands événements. Oui, pas parce forcément que... aller en profondeur, mais surtout comment nous, on les voit et comment ils sont vus. Alors il y a plein d'événements, notamment, alors moi toujours c'est ce côté-là assez fort où on passe de personnes qui se battent pour une monarchie constitutionnelle ou absolue à le roi il passe. C'est vrai que... Moi j'aurais aussi tendance à rajouter, et c'est la première chose que vous nous avez dit quand on vous a rejoint la dernière fois, c'est que la révolution est parisienne, elle ne se voit pas directement dans les provinces. Elle a tendance à être étudiée à travers le prisme de Paris, mais 1830, 1848, 1871 aussi, d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle à Paris, Haussmann va écarter les rues. Je vous refais pas le dessin, mais oui, la Révolution, on aurait tendance à penser qu'elle est parisienne. Et même quand on ouvre un manuel d'histoire, j'ai quelques extraits ici de manuels d'histoire, c'est Paris qui est représenté, clairement. Pourtant, on parle de Marseillaise. C'est vrai. Écrite à Strasbourg. Donc c'est pas le fort, la géographie. Oui, écrit par Roger Delisle. C'est ça, Roger Delisle. Et oui, mais la Révolution se déroule à Paris parce que c'est aussi la capitale. C'est là où il y a tout. Oui. En fait, Paris a toujours été un peu un monde à part au sein même de la France. Même encore aujourd'hui. Ça, oui. Pour moi, ça n'a pas changé.
beaucoup de habitant gens, sur 600 beaucoup de Français choses. parisiens. hein, Voilà, donc, c'est on ça, vit en donc, Ile-de-France. Donc c'est Île-de-France, 12 millions, je crois, d'habitants. C'est ça, à peu près, Ouais, ouais. donc oui, forcément, ça fait pas mal de monde. Mais surtout, alors pour le coup, pour revenir à Je la pense que Révolution, pas mal, c'est encore Puis il un ne faut pas oublier euphémisme. aussi non plus que le tribunal révolutionnaire, à partir d'avril 1794, se polarise autour de la ville de Paris. On ne juge plus en province. Donc les suspects, on les envoie à Paris. Donc à Paris, bah oui, il y a du sang dans les rues. Ouais. Clairement, la guillotine, elle tombe à Paris majoritairement. À Tours, il y a une petite dizaine de gens qui seront exécutés par la guillotine. Mais la plupart sont envoyés à Paris. D'accord. Oui, bah oui, c'est vrai que du coup, Paris devient vraiment ce centre-là. Ouais, du coup, pour les grands événements, justement, c'est la question. J'ai essayé de. Enfin, j'ai lu un petit peu, j'ai essayé de trouver des trucs. Je trouve pas grand-chose sur comment l'exécution du roi a été perçue de façon générale. Alors, on sait, à l'échelle, tous les voisins européens sont en mode oula, là, ça m'embête un peu, là. Oui. Mais c'est vrai que. Bah, on chante, hein. Voilà, Place c'est de la ça. Révolution française, les Parisiens chantent, certains pleurent, bien sûr. Certains vont essayer tout de suite de voir s'il n'est pas possible de tremper son doigt dans le sang du roi ou de prendre un morceau de tissu pour en faire des reliques, bien évidemment. Mais non, mais je pense que d'une manière assez globale, la ville de Paris chante. Parce que justement, dans les provinces, j'ai pas trouvé La justement cocarde est comment célébrée, on sent hein. vraiment. On sent bien qu'il y a des. Alors, Gare de Vendée, on va se lancer sur le À côté. Tours, mais, la mort du roi est reçue, elle est déclarée en séance plénière au sein des comités de surveillance. On applaudit, on chante, banquet frugal, on mange un coup et puis on passe à autre chose. Le ciel n'est pas tombé. Oui, du coup. Donc, Oui. et puis il faut avancer d'une certaine manière. Est-ce qu'il faut prolonger cette révolution ? C'est plutôt ça la question qui se pose. Puis après, il y a aussi le fait à prendre que entre 1789 et le moment de l'exécution du roi, il y a effectivement ce switch de pensée. c'est vrai aussi, C'est pas comme s'il avait été exécuté en 89. Là, je Oui, pense qu'on voilà. l'aurait Et puis là, on senti. parle que de la partie Voilà. de la population française qui admet la mort du roi Mm. comme étant une avancée. Si tant est qu'on puisse considérer ça comme une avancée. Est-ce qu'il y Mais, en a qui sont dans le déni par rapport à la bien mort du évidemment. roi Enfin, le déni, c'est un terme qui est un peu. Oui. Ça serait un peu un jugement de valeur. Mm. Parce que vous, dans certaines catégories de population, notamment très croyantes ou très religieuses, non, on va pleurer, on va prier. Ça va être des périodes de messe intenses. Et c'est le désarroi le plus total. En Vendée, ils ne célèbrent pas la mort du roi. Donc, c'est au contraire. Ils prennent les armes. Donc, Oui, c'est ça, justement, c'est le point où. Bon, après, mais il faut attendre la levée en masse des 300 000 hommes pour que Mais la Vendée la question, s'enflamme justement, vraiment. est-ce que c'est vraiment. Enfin, pour les gares de Vendée, etc., c'est pas vraiment pour le coup par rapport à l'exécution, etc., c'était plutôt pour conserver ce modèle monarchique, justement. Je pense que ça a été plutôt ça, le Là, choc. je pense que ce qui pose question chez les Vendéens en 1792, parce que ça commence globalement, même 1790, 1790, c'est la question religieuse. Le roi, il est représentant de Dieu sur terre, c'est la représentation du pouvoir temporel, c'est le bras armé, c'est le protecteur de l'Église, donc il fait partie intégrante. De toute façon, c'est toujours ce personnage qui est un peu bivalent, hein. Il fait à la fois partie de l'Église, mais aussi à partir du temporel. Et donc forcément, ça pose question chez les Vendéens, mais la véritable source de conflit, c'est la constitution civile du clergé, qui est célébrée à Paris le 12 juillet 1790, mais qui n'est pas du tout acceptée au sein des communautés religieuses, et notamment catholiques. Le point, justement, alors je sais que je parle beaucoup de l'exécution du roi, mais c'est parce que c'est quelque chose que je trouve justement symbolique. Et justement, c'était la question. Pourquoi aller jusqu'à l'exécution du roi, justement quand même, parce que convoi, renversement, etc., l'exécution du roi, c'était quand même un pas à prendre, hein. C'est pas une décision qu'on prend facilement. Je crois que les Anglais l'ont fait avant nous d'une certaine manière. Oui, Donc, oui, c'est avec le nombre de rois qui sont morts. C'est pour ça pourquoi ça a fonctionné en Angleterre, une monarchie constitutionnelle, et pourquoi ça n'aurait pas marché en France. Justement, c'est l'autre point que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, finalement, ils tiennent pas les monarchies. Le modèle qui était recherché à l'origine, c'était une monarchie constitutionnelle. Ouais. D'ailleurs, c'est le régime qui revient en 1815. Donc, on n'est pas en quête de dénigrer ou de détruire la figure royale. Sauf pour une partie de la population, une partie du corps politique, pour ne citer la Gironde ou la montagne, mais ou même une partie de la plaine, bien sûr. On va au bout d'un processus, d'une procédure qui est celle de la violence. Et puis la figure, la tête du roi qui tombe, c'est aussi le résultat d'une politique étrangère qui est assez agressive à l'encontre de la France et qui engendre beaucoup de peur au sein des populations qui sont engagées dans la révolution, dans le processus révolutionnaire. Et quand vous avez la tête du roi qui tombe, c'est un appel, ou plutôt une mise en garde à l'égard des voisins européens. Donc,
Et je pense que ça, c'est pas à déconsidérer. Ça, justement, le point qui est très intéressant, c'est ce côté-là où la monarchie, de toute façon, ne tient pas, entre guillemets. Après, la monarchie constitutionnelle, du peu que je connais, Charles X, première... Là, le premier roi d'une monarchie constitutionnelle, c'est Louis XVI, si je peux me permettre. Voilà, c'est du coup, oui, bon. Oui, parce que théoriquement, Ça a été- Pendant il a 2 été- ans, Voilà, c'est ça. jusqu'au 10 août 1792, mais logiquement, c'est Louis XVI le Parce que premier. de ce que j'ai pu lire, pour Charles X, c'est qu'il y avait un côté où, tout doucement, il essayait de prendre de plus en rebascule plus vers de voix. l'absolutisme, ouais. Et pour Louis-Philippe Ier, donc pour la seconde Dernier roi de fois, France, ouais, dernier roi des Français, oui. bien sûr. Du coup, et c'est que, alors pareil, mais c'est un peu genre on lui a mis un peu toutes les fautes dessus aussi. Enfin, c'est un peu ce que j'ai lu. Il a essayé lui aussi un petit peu de Le vraiment de français s'approcher a au pouvoir, tendance à se mais lasser assez rapidement Voilà, de la figure politique Mm. qui dure et qui dure. Bon, c'est un peu réducteur ce que je suis en train de dire, mais globalement, 1848, Louis-Philippe Ier d'Orléans, c'est pareil, il s'attaque à certaines libertés que les Français considèrent comme fondamentales. Il y a la section des banquets, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, non? si, Ouais. un petit peu, oui. Et on interdit un banquet, ça met Paris en colère. Mm. Et le soir même, Louis-Philippe Ier d'Orléans, premier bateau pour l'Angleterre. Donc dès qu'on s'attaque à certains fondamentaux, qui sont des acquis de la Révolution française, les Français ont tendance à sortir dans la rue. De toute façon, j'ai l'impression. Pas Les une- Parisiens c'est plutôt. pas- franchement, de toute façon, c'est pas vraiment une critique parce que je suis autant français que n'importe quel français, mais c'est juste. C'est vrai qu'il y a vraiment un sentiment un peu quand je vois cette période, du coup, cette période révolutionnaire, donc vraiment très longue, c'est vraiment. Ouais, Napoléon. Bah, salut. Ouais, le roi. Oh, salut. C'est vraiment. Bon, après, Napoléon Ier, vraiment- c'est la coalition qui le. Oui, aussi, évidemment. mais qui c'est met à la que- porte. Je pense même d'ailleurs que les 100 jours témoignent d'un véritable engouement des contemporains à l'égard de la figure napoléonienne. Et puis, c'est ce qu'on a tendance aussi à oublier, c'est que le petit Français qui vit dans sa campagne, ce qui se passe à Paris ou au sein des sphères politiques, il en a que faire. Oui, c'est Lui, vrai que- il est plus tributaire de la météo, de ses récoltes, d'une conjoncture. C'est plus ça qui l'inquiète. Ce qui se passe à Paris, c'est relayé au second ou troisième plan. Ah, c'est un des sujets justement que j'aime bien en histoire de façon très générale. C'est la question où à ce qui se passe à la capitale ou à je sais pas combien de kilomètres, ça t'intéresse pas. C'est plutôt le gars au gros château qui vit à côté de chez toi, à qui tu dois. Tu payes un impôt. Voilà, c'est ça. C'est plutôt cette personne-là qui va vraiment t'intéresser. Je pense que la plupart des gens, surtout qu'aujourd'hui, c'est surtout la plus grande difficulté, c'est s'imaginer le fait que le président, si j'ai envie de le voir, c'est pas compliqué. J'écris sur Google le président de la République française, j'ai une photo de lui, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai toutes les informations. Pour beaucoup, Louis XVI, tout le monde sait qu'il est là, mais c'est quand même le gars qui est au loin, quoi. Il est symbolique. Ouais, mais, mais les populations, la population française au 19e ou dans les campagnes, on est attaché à cette société un peu verticale, avec un noble. Regardez la manière dont on vote en 1848 au suffrage universel direct, masculin. C'est un moment de fête, hein, on va voter, et puis finalement on sait même pas trop pour qui on vote, et on va voter comme le maire du coin ou le petit notable du coin, parce que c'est la tête pensante, et on se pose pas la question. Donc globalement, établir le libre arbitre des populations au début du 19e, c'est peut-être un peu compliqué là en l'occurrence. Je sais pas s'il y a d'autres événements particuliers qui vous venaient. Moi, je sais que c'est la question de la terreur et, entre grandes guillemets, le génocide vendéen. Justement, c'est des sujets... Ouais, je pense qu'on peut juste parler de guerre de Vendée. Voilà, c'est ça. Mais c'est justement cette question-là où... Comment c'est perçu déjà sur le coup? Alors peut-être pas pendant, parce que j'imagine que pendant, on se pose pas la question de comment on va peut-être appeler ça. Enfin, on est dedans. Des massacres, des tueries de masse. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout après vraiment peut-être même les contemporains, quelques années après tout ça, comment on perçoit ça justement, parce que c'est vrai que... Comment ils le nomment même aussi. c'est ça. C'est que le côté le terme génocide vendéen est souvent sorti pour des gens qui, de façon générale, critiquaient tout ce qui s'est passé pendant la Révolution. Mhm. Donc... Mais même, on en a parlé en cours, c'est le Puy du Fou, hein, vous prenez Puy du Fou. C'est vrai que le parti pris est assez significatif, mais parler de génocide, c'est intégrer une notion à un C'est un concept. mot très fort, c'est sûr. Oui, c'est clair. Il me semble que je vous l'avais dit, je vous renvoie vers la vidéo de Nota Bene qui a fait un très bon travail, qui dure une vingtaine de minutes sur ça. Et ne pas reconnaître le génocide vendéen ne veut pas dire qu'on nie
la présence de massacres ou les tueries de masse. Aujourd'hui, il est difficile d'établir le nombre de victimes de ces guerres, mais elles s'établissent à des dizaines de milliers de morts, clairement. Mais est-ce qu'il y a eu volonté véritablement de vouloir annihiler une population ? Non, pas du tout. Justement, c'est ça le point, peut-être pour les personnes qui ne savent pas trop comment définir le terme de génocide, c'est vraiment ce côté-là où c'est très réfléchi. Il y a une volonté de massacrer les Vendéens, alors que là, c'est pas le coup. On prête à certains députés de la montagne la volonté de détruire la Vendée, mais ils reprennent aussi des principes romains, je pense à Caton, qui disait il faut détruire Qatar, ce qui ne veut pas dire que les Romains ont détruit Qatar en tant que tel, mais c'est détruire les gens qui représentent une certaine idée de la contre-révolution française. C'est plutôt ça qu'il faut souligner. Et après, oui, des abus, c'est tellement simple derrière un micro et de faire des études d'histoire et de dire que oui, il y a eu des abus. Oui, il y a eu des abus, clairement. Oui, Donc après, parler de génocide, c'est un parti pris. Ça, on peut pas le nier. Et c'est ce qui, moi, parfois me dérange quand je vais au Puy du Fou, même si c'est un super parc. Donc, il faut voir après aussi ce que ça induit dans l'esprit et dans le cerveau de certains de nos élèves. Parce que c'est politique et idéologique. C'est ça, c'est qu'en fait, le premier terme que j'ai entendu, moi, c'était génocide vendéen. Pas guerre de Vendée. Moi, c'est le premier terme qui m'est venu. Alors, on me l'a sûrement appris à l'école, guerre de Vendée, mais c'est que moi, généralement, quand j'entendais le terme, c'était génocide vendéen. Et comme beaucoup, surtout avant de rentrer à l'université, je me posais pas plus de questions, et puis j'avançais, et puis... Justement, c'est ça qu'il faut aller lire, faut aller voir. Pas plus tard que pendant les vacances scolaires, j'étais en Vendée avec des copains, on s'est arrêté dans un bistrot et j'en suis venu à discuter avec un local et j'ai évoqué vite fait la question du génocide pour plaisanter. Alors bien évidemment, il avait de l'humour, donc il a joué dans mon jeu, mais c'est quelque chose qui est sensible. Hein. Surtout c'est surtout que il y a une attache historique qui fait que ce côté-là un peu tout seul contre les révolutionnaires qui imagine peut sortir. Moi j'ai encore un ou deux événements et puis après je pense que on aura peut-être c'est vous les maîtres du temps. Voilà, moi on est là un petit peu plus d'une heure, mais je pense qu'on peut encore parler d'un ou deux événements, puis après il vaut mieux s'arrêter. Conclure. Tant qu'on ne s'y attarde pas trop, voilà, je pense qu'on peut se permettre. Un des derniers points justement que je voulais voir, enfin j'en ai deux, c'est les impacts de la révolution ailleurs qu'en France, parce que il faut lire Annie Jourdan. Ça, on n'est pas les seuls à avoir cette révolution française comme quelque chose de très symbolique. J'ai l'impression qu'il y a un peu un déclic avec la révolution française. C'est ça, et puis déjà on est dans une période révolutionnaire de façon générale, comme a pu dire tout à l'heure Gabriel, aux États-Unis, etc. Même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, 1948 ou 45, il faudrait que je révise, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc il y a une naissance. Hein. Donc il y a un fondement, notamment au sein de l'Occident. Oui, et puis même, je veux dire, sur le coup, on le sent. Enfin, tous les voisins sont pas très contents. Tu voulais contextualiser, désolé. Non, mais dans les deux cas, moi, comme je dis, c'est autant maintenant comment nous on peut le percevoir, mais aussi à l'époque. Moi, de toute façon, je pense que il faut tout voir. C'est vrai que sur le coup aussi, c'est ce côté-là où un peu... les monarchies sont pas très contentes de ce qui se passe parce que ça peut donner entre guillemets des idées. Non, c'est même pas entre guillemets. Hein. Tu peux les retirer les guillemets. Ça donne des envies. Oui, il y a eu des idées et puis il y a eu des répercussions parce que moi je trouve quand même qu'entre la Révolution française et le Printemps des peuples, il y a un lien quand même et ça a secoué. C'est une réminiscence. Ça a secoué beaucoup de pays d'Europe et c'est pas pour rien qu'on a appelé le tsar de Russie Nicolas Ier le gendarme de l'Europe lorsqu'il a été, comment expliquer, en Autriche pour battre justement une révolution mettre un peu d'ordre. Oui, voilà, c'est ça, je cherchais. Mais de toute façon, en géopo, il y a rien. Enfin, c'est comme ça parfois que je le dis pour simplifier l'explication à des élèves qui sont en quête de connaissances. Il y a rien de plus contagieux qu'une révolution. Oui. Prenez la Révolution française, le Printemps des peuples, bien évidemment, 1848, la Révolution bolchevique, la création des États tampons à la suite du traité de Versailles, c'est véritablement pour essayer de rendre la révolution bolchevique hermétique. Il faut pas que ça se diffuse et ça se propage en France, en Allemagne ou je ne sais où. D'ailleurs, ça le fera quand même un petit peu, notamment en Allemagne. Mais le printemps arabe, très contagieux. Donc forcément, quand on ne veut pas de révolution chez soi, soit on lui fait la guerre, soit on ferme les frontières, enfin peu importe.
Et c'est contagieux, une révolution. Oui. Le dernier point, donc évidemment, même si c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé, évidemment, c'est l'intérieur de la France. Donc on remarque bien que on a des révolutionnaires, on a des monarchistes, on a aussi des gens qui sont un peu entre deux, qui se retrouvent dans une situation où ça se passe comme ça se passe. Un des événements notamment auquel je sais que tu as noté quelques trucs, c'est du coup la Grande Peur, sujet très intéressant, voir que... Là, il faut étudier le concept de rumeur. C'est ça, c'est que ce côté-là où même quand qui est on n'est vécu pas... à Tours, en plus. C'est que même quand on n'est pas à Paris, même quand on peut se sentir loin, on a ce sentiment de... On sent qu'il se passe quelque chose, quoi. Il y a une ambiance qui fait que... Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que c'était vraiment sur ce point-là, c'est que... Quand se diffuse l'idée que les monarchistes viennent armés pour se venger de la prise de la Bastille, il suffit de 3-4 individus qui en parlent, qui après en parlent à d'autres, et qui en parlent à d'autres, et puis c'est très vite une ville qui s'arme et qui attend dans le vide. Oui. Et c'est ça, globalement, le phénomène de la Grande Peur. Et après, on va avoir tendance à se dire, tiens, s'ils arrivent, autant prendre les devants. Et donc, on va aller dans le château du coin, et puis on va aller brûler les titres de féodalité pour pas se faire trouver, ou pour pouvoir s'exonérer d'impôts. Enfin, il y a plein de choses. C'est un phénomène qui est très, très large. Et cette Grande Peur, on la retrouve aussi en 1815. En fait, je pense que le mot important, c'est même pas le grand, mais c'est peur, en fait. Tout le monde se prépare à quelque chose, et des fois qui n'arrivera pas. Et ce côté-là, justement, où on va brûler, il faut être sûr qu'il n'y a plus rien, on passe vraiment à quelque chose de nouveau. Ouais, on le retrouve en 1917 avec la révolution bolchevique, la révolution d'octobre. J'ai même envie de dire, de manière plus récente, on l'a retrouvé avec le mouvement des Gilets jaunes, où on a eu des populations qui avaient peur qu'on se retrouve avec une invasion de Gilets jaunes ou je ne sais quoi, ou inversement. Donc c'est des phénomènes sociaux, sauf qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, les choses vont beaucoup plus vite et elles s'éteignent aussi d'une certaine manière beaucoup plus vite. Oui, aussi. Donc, alors là, pour le coup, pour avoir grandi comme beaucoup avec les réseaux sociaux, je suis né, les réseaux sociaux étaient déjà là, quand j'ai grandi surtout, mais c'est vraiment ce truc-là où... C'est 2007 Facebook. Ouais, alors non, ça va, j'étais déjà né, je faisais déjà des choses. Mais vraiment ce côté-là où, MySpace avant, mais... où on est très vite mis dans la peur. C'est très vite désarmé, puis c'est remis dans la peur. Moi, je me rappellerai toujours, alors, très politique, mais le matin où j'ai ouvert Twitter, aujourd'hui X, et que j'ai vu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je me rappelle vraiment que pendant quelques jours, j'étais vraiment dans un truc en mode oula, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, parlons du 11 septembre, si tu veux. Ça, par exemple, j'ai pas connu, mais à chaque fois moi, j'ai connu. Je crois que n'importe qui, tous ceux qui ont plus de 25 ans, on va dire, plus de 30 ans, se souviennent où ils étaient l'après-midi du 11 septembre, parce qu'il était 15h30 en France. Moi, je sais très bien où j'étais au lycée. Moi, je me rappelle pareil où j'étais pour l'invasion de l'Ukraine, puisque j'étais à la fac, en cours. Mais c'est vrai que oui, c'est... c'est parce que c'est des événements, on s'attend pas trop à les voir. Enfin, on sait qu'il y a des antécédents qui peuvent y mener, mais il y a quand même une forme de déni, comme si on se disait, non, c'est pas possible, ils vont trouver un truc, voilà. Ça, oui. Bon, après, le 11 septembre, je pense qu'on s'y attendait pas forcément. Il y a eu un avant et un après. Oui, il y a eu tout un avant et un après. Tout le monde se dit, mais comment ils ont pas vu le truc venir ? Parce que c'était pas arrivé avant, quelqu'un qui prend un avion et qui va le foutre dans la tour de nuit. Mais je pense qu'il y a le côté... Mais après, c'est la peur collective. Oui, c'est ça. Comment elle naît, comment elle se nourrit, c'est quelque chose qui se pense. Je pense à Tours, elle existe, cette peur collective, en 1789. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on fait revenir les garnisons du Roussillon qui viennent pour essayer de protéger la ville de Tours, mais ça n'a ni queue ni tête. Mais c'est un phénomène qui est intéressant. Parce que la Révolution française naît aussi de ces petits moments là de peur, de rumeurs, de on-dit. Ouais. Et les journaux, parfois, véhiculent tout ça. Oui. Clairement. Donc, je pense que maintenant, il faut conclure. Alors, comment conclure-t-elle un grand événement ? Donc effectivement, la Révolution française, c'est une période de bouleversement, comme on a pu voir, social, économique, politique, culturel. Enfin, vraiment, on est face à... On voit que c'est un changement. Enfin, c'est une période qui est très symbolique, comme on peut voir, séparation époque moderne ou contemporaine. C'est en plus un événement du coup, qui n'a pas simplement marqué la France, mais qui a marqué de façon générale l'Europe et, comme j'ai dit pendant l'introduction, peut-être même plus loin. Oui, évidemment. Parce que d'une certaine manière, quand on va en Afghanistan, c'est les valeurs occidentales qui découlent des droits de l'homme qu'on essaye d'infuser là-bas. Donc l'impact, il est considérable.
traverse le temps, les frontières. Enfin voilà quoi. Vous avez des choses à rajouter? Point du tout. Non, c'est Eh bien, Mais alors encore là- une fois, on pourrait. C'est frustrant parce qu'une heure ne suffit pas. Oui, évidemment. On Clairement. peut toujours essayer de refaire un podcast Sur la dans Révolution l'avenir. française. Et peut-être un peu plus cibler certains trucs, mais c'est On vous réinvitera. volontiers. Mais oui, de toute façon, je pense que la dernière chose à dire, c'est ce que j'ai répété plusieurs fois. N'hésitez pas, il faut aller lire, il faut aller se renseigner ailleurs, il faut Oui. lire Ou beaucoup. même regarder, il y a C'est des ça, très bons il y a documentaires À dessus. documentaires, Ouais, je des sais films que Nota Bene a fait des vidéos, notamment aussi sur la Révolution française. Il faut Même chez Stéphane Bern, tout n'est pas acheté. Hein. Voilà, c'est ça. Clairement. Surtout si c'est vraiment vos premiers pas dans l'histoire, il faut pas hésiter à aller voir des choses qui peuvent sembler, enfin qui sont faciles d'accessibilité, aller voir des documentaires, etc. C'est très bien comme premier pas. Puis après, progressivement, peut-être aller plus loin, aller lire des ouvrages spécialisés. Il me reste plus que de toute façon à vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'ici. Remercier évidemment mes camarades qui sont autant auteurs et acteurs que moi, et évidemment Monsieur Chéreau qui nous a Mais de rien. accompagnés. C'était un plaisir. Ça a été un plaisir, Plaisir pour nous. partagé. Un plaisir partagé. Et, Je vous reverrai pas l'année prochaine, sauf si vous redoublez. Votre Euh, L3. Bon, dans ce cas, on On va vous faire, verra on va dans faire le- exprès de redoubler On alors. vous croisera en master peut-être, Ouais, peut-être. ou dans les couloirs. Dans les couloirs à J'espère minima, bien. oui. Ouais, peut-être. Donc il ne me reste plus qu'à dire merci, et je vous dis, je l'espère, une prochaine fois pour un nouveau épisode Nouvel d'une épisode. balade. Nouvel épisode, ouais. Un nouvel épisode, oui. C'est Pour une- stressant de parler au micro. C'est vrai, ça fait paniquer. Surtout en plus stressant de parler d'une période qu'on ne maîtrise pas C'est forcément. ça, c'est ça qui est compliqué. Et chapeau pour votre travail. Merci beaucoup. Non, vraiment, j'insiste. Bon, alors à une En prochaine espérant fois. que vous ayez une bonne note. Ouais, j'espère bien. Pour une nouvelle balade à travers l'histoire. Merci.